Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017. Merci de nous rejoindre pour cette édition du 7-8. Les invités, rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Voici les titres. Alexandre Morlet, nous parlerons avec lui dans un instant du RPF. C'est le secrétaire départemental de cette formation. Il nous parlera de son ambition pour la relancer justement. Également, tout à l'heure, vous entendrez Marie-Laure Couderc, c'est la présidente de la Société des cinémas de l'Ouest. Elle nous expliquera pourquoi elle rachète aujourd'hui, avec l'aide de l'UGC, le cinéma Le Cyrano à Versailles. Elle nous dira surtout ce qui va changer dans les prochains mois pour ses clients. Alexandre Morlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental donc, du RPF. RPF pour Rassemblement pour la France. C'est un parti de droite républicaine à sensibilité gaulliste, partenaire des Républicains et de l'UDI. La première question est simple finalement. Être gaulliste aujourd'hui, ça signifie quoi ? Être gaulliste, c'est avant tout être de droite, c'est aimer le terrain, aimer la population, s'investir dans des projets locaux, soutenir les entreprises, le domaine associatif, être avec les groupes de défense des consommateurs. Et puis c'est surtout, j'allais dire, un état d'esprit, c'est la volonté de gagner, la volonté d'être avec le peuple pour relancer un petit peu de renouveau, parce que la France en a bien besoin actuellement. Mais être gaulliste aujourd'hui, ça parle au plus grand nombre, aux plus jeunes aussi ? Oui, bien sûr, parce que heureusement encore à l'école, on en reparle. Il ne faut pas oublier que c'est le général de Gaulle qui a lancé la première ère du gaullisme. D'ailleurs, il a été à l'origine de la création de notre parti, qui était le RPF de première génération. On a eu ensuite le RPF de deuxième génération, qui a été lancé par Charles Pasqua, donc qui s'est orienté à un RPF IE. Ensuite, on a eu le droit à Christian Vannès, qui est parti, lui, malheureusement, vers des alliances avec les extrêmes, avec l'extrême droite. Ça lui a valu un conseil de l'ensemble des cadres dirigeants du parti, qui l'ont effectivement démis de ses fonctions et ont nommé Igor Kurek, l'actuel président de la 4e génération, président de ce parti, pour nous recentrer effectivement sur la droite républicaine, le gaullisme. Comme vous l'avez dit, petite partie de conservatisme et puis aussi un petit peu de souverainisme, parce qu'on a besoin sur des questions d'ordre européen aussi de relancer certains débats, notamment quand on parle de la politique agricole, du soutien aux grandes entreprises françaises, ou alors en question de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être au peuple de décider. On va revenir sur quelques points de votre programme, justement les idées que vous portez, mais aujourd'hui, pourquoi relancer ce mouvement, le RPF ? Vous l'avez dit, le mouvement est né avec le général de Gaulle, donc il y a quelques années d'expérience derrière, mais pourquoi avoir décidé de le relancer dans les Yvelines, et pourquoi ne pas vous associer tout simplement, adhérer aux Républicains par exemple ? Alors, le rassemblement existe déjà, il avait été relancé sur la 4e génération depuis novembre 2015. Pour preuve, on a actuellement, j'allais dire, un délégué national aux fédérations qui s'appelle Franck Barbet, qui est élu communautaire et élu municipal avec la majorité des Républicains à Grasse. On a également notre porte-parole Brice Blasi, qui était lui-même un élu municipal et élu de la communauté de communes de l'agglomération de Béziers contre Robert Ménard. Donc on prouve effectivement qu'on a cette volonté de combat. Oui, on est dans l'alliance, oui, on est aussi dans l'autonomie, parce qu'on a envie aussi de montrer aux Français une autre façon de s'exprimer, une autre façon de vivre la droite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expriment au nom du gaullisme et qui vont dans le contraire des préceptes qui ont été diffusés par le général de Gaulle, et je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan ou à d'autres personnes qui aujourd'hui côtoient les extrêmes plutôt que l'origine fondamentale de notre parti. Mais le RPF aujourd'hui apporte quoi aux Républicains ? Et je reviens à ma question, pourquoi ne pas adhérer pour vous, par exemple, dans votre parcours personnel, directement aux Républicains ? Tout simplement par choix personnel, parce qu'aujourd'hui, les Républicains ont aussi leur façon de voir les choses. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui se présentent avec une colonie de casquettes. Il faut être maire, député, conseiller régional, conseiller général. Nous, on conçoit la politique de manière plus locale, de manière plus simple, où on va s'attacher à une fonction, on va la mener à bien avec les habitants. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la politique sur ses fondamentaux. Il faut être avec le peuple, il faut être à son écoute, et il faut arrêter d'être dans la pédagogie pour l'expliquer ce qu'il faut faire pour réussir. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques doivent un petit peu réexaminer le fond de leur pensée, être plus à l'écoute des concitoyens. Vous parliez du cumul des mandats aux Républicains, il y a également des cumulards, finalement. Oui, mais heureusement, nous... Et ça ne vous empêche pas de soutenir néanmoins le candidat des Républicains pour la prochaine présidentielle ? François Fillon n'est que sur la partie député, donc on va dire qu'il se consacre à un mandat précis, donc c'est quand même déjà... non, pour lui, oui, mais pour son parti, dans son parti... Alors,
Nous, aujourd'hui, le RPF, on est dans l'association, le partenariat avec les Républicains. Pas systématiquement, puisqu'on mène aussi notre propre politique dans notre coin, au niveau local. On a monté des listes pour les municipales. On va présenter une vingtaine de candidats pour les législatives, dont je fais partie. Vous serez candidat sur la troisième circonscription des Yvelines. Et comme je l'entends très souvent de la part de mes concurrents sont candidat contre Henri Guénaud. Et moi, je suis candidat pour être le représentant de la circonscription, pour être à côté des associations, des élus locaux, des concitoyens, des entreprises, parce que c'est quand même le tissu économique qu'il faut défendre. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont plus dans des batailles d'étiquettes, dans de la volonté de se mettre en avant. On doit avoir une obligation de résultat aujourd'hui. Je pense qu'un député, c'est comme dans une entreprise, il doit être rémunéré à hauteur de la tenue de ses engagements et par rapport à des résultats concrets qui doivent se mesurer à la fois sur le terrain en accompagnant les élus locaux et les associations, et puis au niveau national, pour prouver effectivement que la profession de foi qu'on engage, elle sera tenue, et ce n'est pas juste un discours électoraliste pour gagner des voix. En deux mots, Philippe Briot, qui souhaite se présenter sous l'étiquette des Républicains, puisqu'Henri Guénaud ne sera visiblement pas investi par son parti, après ses propos contre François Fillon. Philippe Briot, maire du Chênay, qui se présente pour être député, vous serez face à lui? Je serai face à lui, je l'ai bien connu puisqu'on a travaillé ensemble à l'époque à l'UMP. J'allais dire, il défend une certaine opinion, effectivement. C'est quelqu'un qui a beaucoup aujourd'hui de mandats en termes de représentation. Il est conseiller territorial, il est maire, il est délégué UMP de la 3e républicain de la 3e circonscription. Il est aussi membre de syndicats intercommunaux de la communauté du Grand Parc VGP Versailles. Je pense que si on doit faire les choses bien, on doit se consacrer à un mandat. C'est ce que demandent aujourd'hui les Français. Donc moi je lui souhaite aussi bonne chance parce que nous avons mené des combats ensemble en politique. J'allais dire, la concurrence est saine. C'est quelque chose de très positif en politique à partir du moment où on conçoit vraiment, j'allais dire, la politique sur un but de développement des concitoyens et pas sur un titre personnel. Le point prioritaire de votre programme, on aura l'occasion d'en parler lors des différents débats que nous organisons dans les prochaines semaines. Mais... Certains points, moi je suis dans la défense, on va dire, de l'égalité salariale homme-femme qui n'est toujours pas respectée au sein de certaines sociétés et il faut à un moment donné prendre les dispositions sur des, je pense, des suppressions d'allégements fiscaux pour des sociétés. Je suis dans la réinstauration de la demi-part vieillesse qui a été retirée par l'UMP et qui aujourd'hui manque terriblement et fait défaut à énormément de veufs et de veuves qui aujourd'hui se retrouvent dans une certaine misère sociale et c'est inadmissible aujourd'hui de tolérer, de retirer, j'allais dire, du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français et on doit le remettre sur l'ordre du jour. Et une toute dernière question très rapidement, le RPF dans les Yvelines aujourd'hui représente quoi ? Aujourd'hui, c'est un nouveau mouvement, c'est un nouvel élan, on est une dizaine d'adhérents, on est reparti depuis janvier, on va être l'alternative aux législatives, on va être un nouveau courant de pensée pour les municipales, on est là pour apporter, j'allais dire, un nouveau regard sur la vie locale, la vie citoyenne. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est de droite. La droite ne se limite pas aux Républicains, aux partis chrétiens-démocrates, au MoDem ou autres partis qui se disent de ces sensibilités. Aujourd'hui, je pense que les Françaises et les Français, surtout les Yvelinois, ont le droit à une nouvelle représentation qui leur est plus proche du terrain. Merci d'être venu en plateau nous parler de ce mouvement que vous relancez, le RPF. Merci à vous. On quitte la politique pour un autre univers à présent, le Cyrano de Versailles, le Roxane. Ce sont deux salles emblématiques de Versailles, deux salles qui vont connaître quelques changements dans les prochains mois. Elles ont en effet été rachetées, les précisions, avec cette interview menée par Camille Lambert. Ce cinéma, pour moi, c'est le cinéma de mes grands-parents, de mon oncle et même de mes arrière-grands-parents. Donc c'était important pour moi que ça reste un patrimoine familial et que ça reste un cinéma aussi. Donc quand j'ai commencé à parler avec mon oncle, qui lui, effectivement, commençait à préparer la transmission de ces cinémas, il est tout à fait pour. Et une transmission familiale, ça lui allait très très bien. Simplement, financièrement, c'était un petit peu difficile. Donc, je n'ai pas pu porter cette opération toute seule. Et il a fallu que je trouve un associé. Et mon choix s'est porté sur UGC. UGC, pour nous, c'est aussi la famille. Alors, effectivement, pas forcément une famille de consanguinité, mais une famille professionnelle. C'est-à-dire que mon grand-père a longtemps dirigé l'UGC, a travaillé longtemps avec le président actuel, et quelque part, j'y retrouve mes valeurs également. Voilà. Donc, c'était un choix assez naturel pour moi de choisir ce partenaire-là. En fait, on a créé une société ensemble, UGC plus moi, personne physique, et j'en ai la présidence.
Voilà. Mais l'opérationnel est assuré par toutes les équipes UGC. C'est-à-dire que finalement, ce sera un cinéma UGC, avec une enseigne UGC, et puis la carte illimitée, tout leur savoir-faire. Moi, je fais que des cinémas de centre-ville. C'est ce que je défends. Et ce sont des cinémas de proximité qui doivent proposer les films... Le film grand public aussi, les films grand public, pour les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aller en voiture sur l'extérieur ou dans des gros machins, des gros multiplex. La grande force du Cyrano, c'est son emplacement. Voilà, sa connaissance. Les Versaillais connaissent le Cyrano, il a une façade magnifique, il faut vraiment le préserver ça. En revanche, au niveau confort, il y a des choses au niveau accessibilité PMR, au niveau sécurité incendie. Il y a des choses qui se voient, des choses qui se voient pas. Nous sommes associés avec Marie-Laure Couder, donc, pour racheter ensemble, au sein d'une structure commune, pour racheter le Cyrano, étant précisé que l'accord avec Marie-Laure, c'est que le concept éditorial, l'évolution du Cyrano, sa gestion au quotidien, toute la stratégie sera menée par l'UGC. L'ambition, si vous voulez, très clairement, c'est de faire du Cyrano, un cinéma de référence du centre-ville de Versailles. Donc c'est un cinéma qui a une histoire, c'est un cinéma qui a un nom, qui a une forte notoriété. C'est un cinéma qui a, de notre point de vue, un gros potentiel, sous réserve, bien sûr, vous l'avez vu, sous réserve donc d'être, remis, un petit peu aux normes des cinémas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'un très bel emplacement, d'une belle architecture, de volumes très intéressants. Voilà, donc notre ambition, c'est ça. Alors ça a deux conséquences. Une conséquence, en termes de programmation, c'est-à-dire un cinéma de référence de centre-ville, un cinéma donc généraliste, ouvert aussi bien aux films familiaux qu'au cinéma art et essai. Nous allons probablement intensifier la version originale dans le cinéma, parce que nous pensons que la population de Versailles, sa sociologie, l'importance de la population internationale également qui vit dans la région le justifie. Voilà. Et puis nous allons, réfléchir et développer un projet de rénovation globale du site. Nous avons plusieurs, scénarios. Mais l'objectif global, si vous voulez, c'est une restructuration lourde du cinéma. C'est une restructuration lourde. Toutes les salles seront concernées par le projet, les circulations. Alors après, vous dire exactement, si vous voulez, à la fin, à combien de salles, est-ce qu'on restera à 8 salles, est-ce qu'on augmentera un peu la capacité en nombre d'écrans, etc. Ce sont des scénarios à l'étude. Voilà. Il n'y a pas encore de projet définitif de décider, quoi. Non, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc ça dépendra, des conditions, techniques, architecturales. Il y a plusieurs scénarios, nos architectes travaillent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une refonte en profondeur de la totalité du cinéma. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui est, dans son jus des années 70, fin des années 70. Voilà, c'est ça qu'il faut réactualiser. Il faut refaire des salles avec une grande qualité. Et puis, il faut probablement revoir les espaces communs. Et voilà, l'ambition, c'est vraiment d'en faire le cinéma de référence de centre-ville de toute la région. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. On se retrouve lundi avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Bonjour, 41e numéro du Café Politique. Nous continuons à parcourir l'actualité avec des élus, des responsables politiques du département des Yvelines. Aujourd'hui, toujours au bistrot du Théâtre à Montigny, je reçois tout d'abord Alexandre Morlet. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du RPF des Yvelines. Vous êtes un soutien de François Fillon pour la présidentielle et vous serez candidat aux législatives dans la 3e circonscription. Ismaïl Havane, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes conseiller municipal du Parti Socialiste, c'est sur la commune de Morpas. Vous êtes un ancien
ancien conseiller départemental sous la précédente mandature et vous avez soutenu Arnaud Montebourg dans cette primaire de la gauche. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis Olivier Boineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-référent du comité local Nouvelle Donne, Yvelines Centre. Nouvelle Donne qui n'a pas participé à cette primaire. Justement, on va y venir. Cette primaire de la gauche qui s'achève. Nous enregistrons cette émission pendant l'entre-deux tours. Benoît Hamon est arrivé en tête, aussi bien dans les Yvelines qu'au niveau national, 36%, suivi de Manuel Valls, autour de 31%. Et on le voit bien, il y a deux gauches qui s'opposent. Je vais commencer avec vous, Ismaël Havane. Vous avez soutenu Arnaud Montebourg, donc aujourd'hui soutien de Benoît Hamon. Il y a deux gauches qui s'opposent, ça va être difficile de les réconcilier, quoi qu'il arrive. C'est une thématique qu'on entend souvent, ces deux gauches qui sont irréconciliables. Bon, ça a été théorisé par quelqu'un que je nommerai pas parce que tout le monde sait de qui il s'agit, mais on oublie souvent que c'est le cours de l'histoire. Et ce qui s'est passé au cours de l'histoire, ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'à chaque fois que ces gauches se sont rassemblées, elles ont pu et elles ont réussi à gouverner et à produire quelque chose qui est utile pour la France. Donc le challenge aujourd'hui, finalement, c'est pas le débat sur des gauches irréconciliables. Le challenge, c'est de se rassembler pour avoir une gauche unifiée, et parce qu'elles ne sont pas, comme vous le dites, irréconciliables, mais complémentaires. Mais il y a eu des mots difficiles, durs, de part et d'autre. C'est la vie de la campagne. Maintenant, faut arriver... Au sein d'un même parti politique, c'est plus difficile. Voilà, moi je vous dis mon sentiment en tant que militant, en tant qu'élu. La responsabilité nous impose un rassemblement, et je pense que ces gauches que vous décrivez sont complémentaires et non pas opposées les unes les autres. Du côté de Nouvelle Donne, vous en pensez quoi de cette primaire à laquelle vous n'avez pas pu participer puisque la candidature de Pierre Laroutourou a été rejetée? Exactement. Nouvelle Donne voulait participer à cette primaire pour faire connaître les idées de Nouvelle Donne et les propositions, et le Parti socialiste a refusé à Nouvelle Donne de participer à cette primaire. Donc on assiste non pas à la primaire de la gauche, mais à la primaire du Parti socialiste. Et on voit aujourd'hui que si Benoît Hamon n'avait pas quelque part utilisé ou était allé chercher les propositions d'autres partis que celles du Parti socialiste, cette primaire aurait été bien terne. Ensuite, sur le fond, tous les candidats qui sont présentés sont quelque part comptables du bilan de François Hollande, comptables aussi du fait qu'il a changé sa politique par rapport aux engagements qu'il avait pris durant la campagne présidentielle, et Benoît Hamon était dans ce gouvernement durant 3 ans. Et je pense qu'à la sortie de l'été, quand il a vu que sa candidature ne prenait pas, il a su, entre guillemets, virer à gauche, prendre des positions sur la transition écologique, sur la participation des citoyens à la vie politique, ou encore sur... Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez sur quel candidat? Vous vous retrouvez à travers quel candidat, pardon? Alors, sur la primaire, sur quel candidat? Aujourd'hui, si vous devez choisir Valls ou Hamon? Sur aucun candidat. Merci. Sur les idées, ce serait plutôt les idées qui sont portées par Benoît Hamon, puisque si vous regardez le programme politique de Nouvelle Donne, qui est disponible sur notre site nouvelledonne.fr, vous verrez qu'une grande partie des propositions qui aujourd'hui sont soutenues par Benoît Hamon, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, sont des propositions qui ont été élaborées et travaillées par les sympathisants et les adhérents de Nouvelle Donne depuis 2 ans. Au RPF, vous regardez ça comment, cette primaire à gauche, après avoir vécu d'une certaine manière la primaire à droite? Je dirais on observe un véritable fiasco de la gauche, tout simplement parce qu'elle n'a pas été capable de rassembler toutes les tendances de la gauche, puisque d'un côté Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont mené, on va dire, tambour battant leur politique de leur côté, en tentant de rassembler, en occultant quasiment tout l'espace médiatique. Le Parti socialiste, lui, avec la gauche, a essayé de sauver les meubles en présentant quelques idées très populistes, le revenu universel, des sous à non plus savoir que faire, puisque actuellement la grande problématique c'est où trouver l'argent. On veut dépénaliser le cannabis, on veut arrêter le 49.3. De l'autre côté, Manuel Valls veut nous expliquer qu'il va le faire mieux que son bilan catastrophique des 5 dernières années, avec une croissance qui avoisinait 0%, et puis le plein emploi qu'on attend toujours. On a vu aussi que Claude Barthelone s'est tiré, on va dire, a tiré une balle dans le pied du Parti socialiste en expliquant que lors de cette primaire, si le 1,5 million d'électeurs ne s'était pas déplacé, il l'a dit lui-même, il serait bon de vendre les murs et de fermer le fonds de commerce.
c'est sûr qu'à 20h45, quand les premiers chiffres sont arrivés et que les projections trop, on va dire, attentionnées des instituts de sondage donnaient 1,7 million de participants alors qu'il n'y avait qu'1,3 million, on va dire que le Parti socialiste, la gauche, s'est enterré dans ses arguments de campagne. Sur ces chiffres, justement, juste sur le cafouillage des chiffres, parce que je ne vous ai pas fait réagir encore là-dessus, c'est quand même un coup dur aussi pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste se tire une balle dans le pied. On peut le dire clairement, voilà, sans se mentir, si on parle franchement, que ça a été une mobilisation plutôt honorable, et par rapport à tous ceux qui prédisaient je sais pas, une mobilisation à 600 000, 800 000 ou à moins d'1 million, elle n'a pas eu lieu. Donc ça a eu quand même un succès sur cette primaire. Pour avancer un petit peu sur les différentes thématiques que nous allons aborder, dans l'actualité également, il y a eu, c'était il y a quelques jours maintenant, mais cette gifle à Manuel Valls pendant la campagne du premier tour de la primaire. Au-delà de ce geste envers l'ancien Premier ministre qui a été condamné unanimement par la classe politique, est-ce qu'aujourd'hui il y a une fracture telle avec les Français qu'aujourd'hui les Français et la classe politique sont irréconciliables eux aussi? Je reviens sur ce mot, je pose la question. Écoutez, je pense que les Français s'intéressent à la politique, mais il y a effectivement une cassure avec la classe politique. En tout cas, ceux qui font de la politique un parcours professionnel. Que ce soit durant les 2 dernières élections présidentielles, les engagements pris par les candidats et ensuite les politiques menées, que ce soit par le duo Sarkozy-Fillon ou alors Hollande-Hérault ou Hollande-Valls, on voit bien les écarts qu'il y a entre les engagements et la politique qui est menée par la suite. Donc je pense que cela contribue à écœurer les Français, à les écarter de la classe politique. Et si vous rajoutez à cela tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a pu voir par rapport par exemple à l'évasion fiscale de Jérôme Cahuzac ou des époux Balkany, le paiement en liquide de Claude Guéant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça contribue à écœurer les Français et notamment ceux qui galèrent pour trouver un boulot ou se loger tout simplement. À côté de ça, les Français, comme ils s'intéressent à la politique, ils s'engagent néanmoins, et on le voit, ils s'engagent de plus en plus dans des associations ou dans des collectifs. On trouve par exemple l'année dernière, les Nuits debout a quand même montré, c'était le plus médiatique, mais a montré qu'il y avait un engagement pour transformer la société. Il y a des collectifs comme Alternativa, le collectif Roosevelt, où les Français s'engagent, proposent une évolution de la société. Et je pense que on peut le voir, il y a des exemples concrets de transformation. Il y a une ville en France qui est la ville championne du monde de la transition énergétique, qui a réussi à être autonome d'un point de vue énergétique et alimentaire. Et c'est très bien présenté dans le documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» et qui montre que, eh bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, les Français s'engagent, il y a de l'espoir pour transformer la société. Et si je me suis engagé personnellement au sein de Nouvelle Donne il y a 3 ans, c'est pour m'inscrire dans le slogan de Nouvelle Donne qui est « Reprendre la main », puisque faire de la politique, à mon sens, c'est s'engager pour transformer la société. Du côté du RPF, alors votre regard sur cette division, cette cassure entre les Français et la classe politique? Je reviens aussi sur le geste parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie de souligner, c'est que la violence, ces violences physiques ont été très présentes, j'allais dire, pendant tout le quinquennat de François Hollande. On a appris par son ancienne secrétaire à la justice que les violences physiques ont augmenté en France. C'est des délits qui sont de plus en plus récurrents, où on s'amuse, j'allais dire, aujourd'hui à frapper, à régler ses comptes par la violence. Et qu'on remarque que pendant ces 5 années, il n'y a pas eu de choses qui ont été faites pour endiguer cette violence, ou en tout cas pour la condamner. En tout cas, il a été condamné rapidement, puisque le jugement est déjà tombé pour la personne qui avait giflé Manuel Valls. Alors, effectivement, sur des affaires un petit peu plus importantes, on a tendance à laisser des années et des années couler certaines choses, et puis même à trouver des solutions quasiment à l'amiable pour que les personnes s'en sortent sans la moindre problématique et puissent continuer leurs actions politiques. Et puis, de l'autre côté, des politiques qui ne s'indignent pas assez, j'allais dire qu'aujourd'hui, finalement, certaines personnes qui sont aux portées d'une mission d'État bénéficient finalement d'une justice plus clémente, alors que le citoyen lambda qui va subir une agression dans la rue, qui va la vivre de la même façon que le politique ou que le pompier, lui n'aura pas le même traitement. Son agresseur aura juste, on va dire, un rappel à l'ordre. La justice va faire traîner le dossier.
le politique aujourd'hui ne se rend pas compte qu'effectivement, à partir du moment où on instaure, j'allais dire, ce clivage, cette espèce de différenciation, c'est normal aujourd'hui que les Français et les Françaises aient une hargne contre notre classe politique, parce qu'on a l'impression qu'on garde des acquis, qu'on a le droit à des choses supérieures, que certains députés ont le droit à des rémunérations. Donc vous voulez dire quoi, que cette gifle est justifiée ? Cette gifle, elle n'est pas justifiée aujourd'hui. Elle n'est pas justifiable parce qu'aujourd'hui, comme le rappellent tous mes collègues, on peut s'exprimer de toutes les façons, en association, sur les réseaux sociaux, sur les médias, pendant les discours, pendant la primaire de la gauche. Il a reçu une deuxième gifle, Manuel Valls, puisqu'on lui a dit que finalement son passage au gouvernement n'était pas acceptable. Donc aujourd'hui, cette violence, en France, elle est de plus en plus présente et il faut vraiment l'éradiquer. Donc là, vous êtes sur la question de la banalisation. Peut-être si vous voulez réagir ou pas. Moi, je veux bien réagir. En fait, j'ai une grille de lecture, moi, personnellement, qui est un peu différente de la vôtre. Rien ne justifie, à mes yeux, quelle que soit la colère ou la haine, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans son cœur, le ressenti, de passer à l'acte et à la violence vers un représentant de l'État. Manuel Valls, ça aurait pu être François Fillon, ça aurait pu être Pierre Laroutourou, peu importe. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il n'a pas à le manifester sur la place publique par la violence. Et l'argument de dire oui, mais on est exaspéré, nos politiques ne nous écoutent plus, ils sont loin de nous, etc., c'est un débat que je peux entendre, mais qui n'a rien à voir et qui ne doit justifier en aucun cas la violence. C'est pourquoi moi je le condamne ça de manière la plus ferme. La façon de témoigner, je dirais, son approbation, sa désapprobation, c'est le bulletin de vote. Et en France, le bulletin de vote, ça peut être une gifle, si vous voulez, ça peut être une approbation, mais c'est le bulletin de vote. Et tout le monde le condamne, ce geste, mais c'est... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas avoir un pont entre le fait d'un mécontentement, une expression qui est réelle, et une violence. Oui, je voulais juste préciser que expliquer la situation et l'écart qui existe entre les citoyens et les politiques ne justifie pas effectivement cette violence. Je ne suis pas là pour justifier cette violence, mais je pense qu'on parle de violence physique ici. Vous le rappelez effectivement que la violence physique avait augmenté. Je veux simplement signaler que si elle a augmenté durant le quinquennat, c'est principalement dans la violence notamment faite aux femmes et la violence faite au sein de la famille. Donc il y a des problèmes de société qui sont bien plus forts. Et pour revenir à cette violence, on parle de violence physique, cette claque, mais il y a des citoyens chez nous qui subissent la violence tous les jours, même si c'est pas une claque, c'est une violence dans leur vie, une violence par rapport à leur quotidien, par rapport au manque de travail, par rapport à des situations familiales qui se détériorent, la discrimination, de logement, de discrimination. Donc effectivement, que ce soit discrimination faite aux femmes, donc cette violence, elle existe tous les jours, elle est vécue par tout le monde, et c'est pas uniquement une manifestation de la claque vers Manuel Valls. Si vous permettez, on va être pris par justement, j'ai parlé de la discrimination, mais tous les jours, il y a des Français sous prétexte qui sont, je sais pas, on va dire provinciaux ou d'une couleur de peau particulière, ont le sentiment d'être rejetés de la société alors qu'ils sont français. Et cette injustice et ce traitement, ils la vivent au quotidien, sans forcément, alors là je vous rejoins complètement, sans forcément que ça bouge. Donc le sentiment finalement d'injustice, c'est celui-là qu'il faut traiter par des moyens octroyés à la justice sans faire d'amalgame dans la classe politique. Et si on parle de politique internationale peut-être maintenant, parce que cette division, cette question de discrimination, ça se retrouve à travers ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donald Trump a été donc officiellement investi président. Il a pris toute une première série de mesures qui sont contestées au sein même de son pays. Il y a aussi des prises de position vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut craindre les décisions de Donald Trump, aussi bien ne serait-ce que symboliquement, parce que ça concerne la société américaine, mais quel écho ça peut avoir dans notre société, et puis au-delà de ça, sur les questions internationales aussi? Moi je dirais non, parce que d'une part, on a quand même encore une Europe forte. On va avoir un nouveau représentant de la République, un nouveau président, qui va lui aussi réinstaurer, on va dire, un petit peu de stature internationale qu'on avait perdue sur le terrain. Ce nouveau président va être un complément à la diplomatie américaine, à la diplomatie européenne et à la diplomatie russe. On va être là comme acteur majeur, on va prouver qu'effectivement avec nos nouveaux programmes pour redresser la croissance économique, le retour au plein emploi, on a aujourd'hui notre représentation
redorer sur la place politique. Donald Trump sera un interlocuteur de la France. Lui veut nous marginaliser. On fait toujours partie des 5 du Conseil de sécurité. On occupe aujourd'hui un duo inégalé en Europe avec l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes qui effectivement sont arrivées, ont plein de grandes idées, veulent développer plusieurs choses, on va devoir les juger sur leurs faits, sur leur première année. Et puis à partir de ce moment-là, quand j'allais dire les 2 nouveaux présidents seront à peu près au même niveau, on verra qui aura, j'allais dire, la parole, qui sera celui qui sera le président de l'ouverture, parce que c'est ça aujourd'hui qui compte, c'est d'être ouvert sur les autres, sur l'Europe, sur les États-Unis, de trouver des sujets de développement commun. Voilà, aujourd'hui Donald Trump c'est un dirigeant d'entreprise, il est parti sur un modèle de directeur d'entreprise qui va instaurer aux États-Unis, on va voir ce que ça peut donner. Il y a une campagne de communication un peu à part, le système américain est un système qui n'est pas basé sur le suffrage universel, donc à chaque fois on s'apitoie sur le sort des Américains. Mais sur les choix de société qui sont faits actuellement, quand ce qui m'inquiète, quand il revient sur les traités sur le plan de l'environnement, sur le projet Obamacare d'Obama, c'est scandaleux parce qu'effectivement on a fait quelque chose pour une classe de la population qui avait effectivement besoin de protection, de sécurité, puis on va tout tricoter. Et moi ce qui m'inquiète aussi c'est de voir que finalement la France, on est un peu des donneurs de leçons, on regarde, on analyse ce qui se fait ailleurs. Finalement les États-Unis, quand on a subi, j'allais dire un petit peu la crise économique, le problème socialiste et autres, on n'a pas vu les gens se regrouper dans les rues pour soutenir la droite républicaine ou ce qu'allait subir la France en termes de crise économique. On n'a pas vu les Américains s'intéresser à nous, sauf quand on a été les victimes des attentats. Mais en dehors de ça, nous on s'intéresse aux autres et les autres ne s'intéressent pas suffisamment à nous. Ceci dit, au sein même des États-Unis, il y a quand même des vagues de protestation. Il y a eu la marche des femmes notamment, qui a aussi trouvé un écho effectivement en France. Il y a quand même des gens qui s'opposent au choix de politique et symboliquement pour regarder ce qui se passe. Mais le choix a été malheureusement entériné par leur système électoral qui leur est propre. Aujourd'hui, j'allais dire, la meilleure des actions et la meilleure des réponses, c'est la politique qu'on va mener en interne, la politique qu'on va développer à l'international, et surtout, je pense aussi, le fait que notre futur président, doit occulter, j'allais dire, l'espace médiatique avec l'Europe, redonner la place de l'Europe au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et pour moi, aujourd'hui, Donald Trump, c'est une analyse dans un an, parce que pour l'instant, c'est trop tôt. On parle et on ne sait pas ce qui va être vraiment. C'est trop tôt pour avoir un regard sur ce qui se passe là-bas ? Je pense que c'est pas trop tôt, c'est notre devoir aussi de faire une analyse et d'éclairer ceux qui nous écoutent sur la situation. Je pense que Donald Trump est quelque part le symptôme de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'écart entre les citoyens et la politique, puisque il a été élu quelque part comme le rejet de la politique qui était menée depuis des années, en tout cas cette classe politique aux États-Unis, et on peut extrapoler qu'il y a un risque aussi en France de la même façon avec le Front National. Je pense que Donald Trump, c'est une crainte déjà pour les Américains eux-mêmes et les plus fragiles socialement. On le voit, il est sexiste, hyper conservateur aujourd'hui vis-à-vis des femmes. C'est quelqu'un qui est raciste. Il n'a pas, durant toute sa campagne, hésité à mettre en avant l'homme de race blanche. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très dangereux pour la démocratie aussi. Durant sa campagne, il a voulu remettre en cause l'establishment américain, mais on le voit, dans son cabinet ministériel, on retrouve des anciens de Goldman Sachs, on retrouve le patron d'ExxonMobil. Donc on ne va pas compter sur lui pour renoncer à la finance mondiale. Il va l'encourager, il va tourner le dos aux engagements de la COP 21. Donc ça, c'est très dangereux pour la planète, c'est très dangereux pour la France et pour l'Europe. Et à mon sens, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est pas au sein de la France, mais c'est au sein de l'Europe. Ismaël Havane, je vous voyais plutôt d'accord avec ce qui est dit par Olivier Boileau. Je suis complètement d'accord, je souscris complètement. Si on veut une puissance assez forte en face de Donald Trump, c'est pas la France seule, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'Europe
tout ensemble. Parce que la France, à elle seule, elle ne pourra pas peser aussi fortement face aux États-Unis. C'est impossible. Donc ça implique une exigence de plus d'Europe. Et moi, je suis très inquiet parce qu'on sent bien que Donald Trump est dans une logique de recentrer les États-Unis sur elle-même. Et ça pose un problème de sécurité au niveau de l'OTAN, probablement. On verra dans les jours à venir. Et donc, du coup, de la sécurité européenne à nos frontières. Donc du coup, ça veut dire peut-être qu'il faudra engager des discussions sur une politique de sécurité ou militaire à l'échelle européenne, probablement. Donc c'est un défi qui nous engage. Un défi sur l'environnement, c'est pour ça que je souscris complètement. Quelqu'un qui nous dit, en gros, tout ce qui parle de pollution, etc., c'est un frein au business, on s'en fout. On va passer outre et on va faire du business sans se soucier de l'environnement. Et ça aussi, ça nous implique une plus d'Europe pour avoir finalement des politiques environnementales qui soient efficaces pour les générations futures. Et moi, je suis inquiet sur les libertés publiques des femmes, parce que la première décision de signature qu'il a faite, le premier décret qu'il a fait quand même, c'est ça, quoi, un décret en cause la question de l'avortement. Voilà, pour remettre en cause l'avortement des femmes. Donc c'est un symbole qui donne, un signe qui donne à sa mandature à venir. Donc moi je suis inquiet pour toutes ces raisons, et encore plus inquiet, c'est qu'aux États-Unis il y a un contre-pouvoir qui n'existe pas en France, qui est la presse. Et vous avez remarqué que Donald Trump, il fait quasiment pas de conférences de presse. Il discute en fait avec les journalistes par tweet. Donc c'est assez particulier. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il veut s'affranchir de cet organe de contre-pouvoir qui est très puissant aux États-Unis pour finalement faire un peu ce qu'il a envie. Pour terminer cette émission, parce qu'on est forcément pris par le temps, un dernier tour de table, l'actualité qui vous a marqué, chacun? Moi, je dirais que c'est la future actualité à venir, mais c'est dimanche, le 29 janvier, au port de la Villette. Ça va être le grand meeting de François Fillon, qui est très important, puisqu'il va rassembler autour de lui tous les militants, tous les sympathisants de la droite, tous ceux qui ont voulu faire une belle primaire et qui se sont rassemblés aujourd'hui autour d'un programme fort. Donc ça va être un élément marquant. Je tenais aussi à signaler une information qui est silencieuse, qu'aujourd'hui, qui a été occultée, on va dire, par tous les médias. C'est le sort qui est réservé aux chrétiens d'Orient, les chiites, les yézidis. Aujourd'hui, on a un petit peu occulté cette communication autour de cette population qui souffre. Et j'aimerais bien, on va dire, en tant que responsable du Rassemblement pour la France, mais également porte-parole de François Fillon, qui insiste sur les actions qu'il faudra mener, parce qu'aujourd'hui on parle des actions contre Donald Trump, mais il va falloir aussi qu'on pense à ce problème de Daesh, à ce problème de guerre en interne qu'il y a, de cette, j'allais dire, élimination des chrétiens d'Orient, c'est exactement le mot, c'est ce que dénonce l'ONU aujourd'hui. Voilà. J'ai envie aujourd'hui qu'on remette aussi ces thématiques sur le devant de la scène, parce qu'on parle des Américains, très bien, comme vous l'avez dit, c'est vrai, on s'inquiète de ce qui va se passer aux États-Unis. Je pense que d'abord, il faudrait qu'on s'inquiète de ce qui se passe en France, du logement qu'on ne peut pas donner aux Français, du taux de chômage qui ne cesse de s'accroître. J'allais dire, avant de s'inquiéter des autres, j'allais dire, et de donner des leçons, balayons devant chez nous, redonnons une stature au président de la République avec François Fillon pour qu'effectivement Donald Trump comprenne qu'en face de lui, il y a un boss. Parce que si aujourd'hui il se moque de la France, c'est parce qu'il a compris que derrière François Hollande et la gauche, il y avait un boulevard pour s'expliquer, pour communiquer, pour montrer qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, il n'y a personne en face pour répondre. Donc il faut apporter cette réponse ferme. Olivier Boinon, sur l'actualité des 10-15 derniers jours. Une actualité très récente. Moi, j'ai non seulement une pensée, mais un soutien très fort pour les salariés de Vivart, qui aujourd'hui subissent un plan social. Pour les salariés de l'usine de Whirlpool d'Amiens, puisque cette usine va être délocalisée en Pologne. Donc je pense qu'il est temps d'avoir des politiques d'investissement public et de transition énergétique et écologique forte. On peut créer des emplois, on peut créer des centaines de milliers d'emplois si on engage une vraie politique de transition énergétique et de transition écologique, des emplois qui sont non délocalisables. Et ça, c'est tout le projet de Nouvelle Donne qu'on veut mettre en avant, non seulement durant les élections présidentielles, mais aussi
les élections législatives. En tout cas, c'est le projet que je vais porter et je pense qu'il faut être bien clair parce que si on abandonne tous ces emplois, si on tombe dans cette économie libérale aujourd'hui défendue, que ce soit par Emmanuel Macron, François Fillon ou Manuel Valls, demain c'est un boulevard qu'on risque de faire au Front National. Et Ismaël Avan. Moi je pense que vous avez visé juste pour cette émission. Je crois que ce qui est marquant, c'est l'actualité du moment, à la fois l'élection de Donald Trump, à la fois les élections en France, parce qu'on sent bien qu'on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on va prendre un tournant qui va être important pour la France et plus globalement pour le monde aussi, avec les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, environnementaux, sur les libertés publiques. Donc aujourd'hui est en train de se dessiner finalement les orientations qu'on va prendre demain et pour les sociétés de demain. Et moi j'aspire à une société finalement où l'environnement est au cœur finalement des sociétés et rayonne sur l'emploi, sur le bien vivre, sur le vivre ensemble. Et donc du coup, ce qui donne autant d'importance aux élections à venir et finalement à une gauche forte qui puisse recentrer les problématiques et les enjeux importants pour les générations futures face à justement une Amérique tellement puissante qu'elle va marquer de son empreinte des orientations assez fortes. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette nouvelle édition du Café Politique. On se retrouve mi-février pour le prochain numéro.